première diapositive pour situer le Marais Poitevin sur le littoral atlantique, deuxième zone humide de France, première sur le littoral atlantique. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de présenter ce diaporama, je voudrais rappeler très rapidement l'historique de ce Marais Poitevin pour poser les problématiques d'aujourd'hui. C'est anciennement une zone humide, un marais, qui a été complet, on le verra, par les alluvions venant des fleuves, également des panaches des deux grands estuaires, la Loire et la Gironde. Il y a à peu près un millénaire, c'était un marécage insalubre qui a été progressivement aménagé. Il y a eu plusieurs phases d'aménagement. L'essentiel de cet aménagement a été fait d'abord pour des vocations sanitaires, pour éviter la malaria, mais également pour une mise en valeur agricole. L'agriculture, comme vous le savez, s'est intensifiée, en particulier dans les années 60, 70, 80. Or, cette zone a un potentiel écologique très considérable. Et la prise de conscience de l'intérêt écologique de ce territoire a bien sûr augmenté dans la société. Et on a eu une sorte d'effet de ciseau sur le plan sociologique dans les années 80-90. De sorte que malgré les mesures de classement qui avaient été mises en œuvre sur ce territoire, des associations de protection de la nature ont intenté un procès contre l'État français pour une mise en œuvre insuffisante, en particulier des directives européennes, directives Habitat, directives Oiseaux. La France a été très lourdement condamnée à l'occasion de ce procès européen, de sorte que la zone Natura 2000 a été largement étendue, un document d'objectif Natura 2000 a été élaboré, mais on se trouve toujours dans cette situation où finalement l'intensification des pratiques agricoles percute le potentiel écologique de ce territoire, de cette zone humide. Alors on appelle toujours le cœur du Marais Poitevin la zone humide, en fait elle est très largement mise en valeur par l'agriculture. Aujourd'hui il y a bien sûr d'autres enjeux, d'autres activités humaines, en particulier le tourisme, la pâtellerie, on le verra. Et il y a également des enjeux d'eau potable, et dans les années 80-90 également, l'irrigation s'est fortement développée autour de ce territoire. Donc voilà pour poser l'essentiel de la problématique. Donc on va rentrer maintenant dans le vif de la présentation. Donc je le disais à l'instant, la principale zone humide sur le littoral atlantique. Cette carte, c'est la carte de l'altitude. On voit que de Niort à l'est jusqu'à la côte, on a à peu près 3,50 m de dénivelé par rapport au niveau moyen de la mer. Ça signifie qu'à marée haute, l'essentiel de ce territoire serait submergé s'il n'y avait pas tous les ouvrages hydrauliques qui ont été mis en œuvre depuis presque 1000 ans. Sur la formation, un ancien golfe, dit golfe de Picton, il y a des cartes qui traînent qui dateraient d'il y a 1000 ou 2000 ans, en fait elles sont fausses. C'est bien l'échelle du temps géologique que ce golfe a été comblé par les alluvions venant des différents fleuves, le Lay, la Vendée, la Sabientaise, le Curé, mais également par les panaches sédimentaires des deux grands estuaires, Loire et Gironde. Ce territoire est toujours en mouvement, on le voit essentiellement sur la partie des aiguillons qui s'envase énormément, mais également le trait de côte, comme tout le trait de côte de l'Atlantique, toute la partie sableuse, le trait de côte est très mouvant. Cette carte représente les différentes phases d'établissement des installations humaines. Tout ça a commencé, vous voyez, dès le 10e, 12e siècle et s'est prolongé jusque dans le 20e. Aujourd'hui, on n'assiste plus à de grands équipements, mais ce territoire est terriblement anthropisé depuis un millénaire, avec, on va le voir, les prémices de l'évolution du marais. Vous voyez la ville de Maizet en Vendée, qui est en bordure du marais mouillé, du marais de la zone humide, et donc des congrégations religieuses au 10e, 11e siècle ont commencé à creuser des canaux pour assainir le territoire. Aujourd'hui, on a 8000 km de voies d'eau, donc des canaux de différentes tailles, réseau primaire, secondaire, tertiaire, mais aussi des milliers d'ouvrages hydrauliques. Le marais Poitevin aujourd'hui, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que la Venise verte, la partie touristique qui est présentée sur France 3 le vendredi soir, c'est très marginal, c'est 15% de la zone humide. En fait, le marais Poitevin, c'est ça, c'est-à-dire des canaux de l'eau infini. Le marais Poitevin, c'est aussi ça, c'est-à-dire des ouvrages de la mer, puisque l'homme a essayé sur ce territoire, comme je le disais, de maîtriser l'eau. Ça veut dire irriguer lorsque c'est nécessaire, drainer lorsque ça paraît utile, et empêcher les eaux marines de rentrer dans le territoire, puisque le niveau de la mer, à marée haute, est au-dessus
et du Vaurien du territoire. Donc ici, une porte à la mer, la pointe aux herbes, et ici, un territoire emblématique, hein, c'est les dernières boucles de la Sèvre avant la mer, et les différents canaux qui se jettent dans ces boucles. Donc le Marais Poitevin, c'est beaucoup d'hydraulique. Distinguo utile sur le territoire, vous avez sur la sur la photo du haut la partie plaine, hein, donc c'est les plateaux calcaires qui ont servi la zone humide, et puis le marais mouillé qui est mis en contact avec le réseau hydrographique et qui est donc susceptible de subir des crues en hiver, ou pas seulement en hiver. Et sur la partie la photo d'en bas, vous avez tout le cœur du Marais Poitevin, de la zone humide, qui a été enserré par des digues, et qui donc déconnecté du réseau hydrographique, qui n'est plus susceptible de subir des crues. En l'eau que l'on voit ici en hiver, c'est de l'eau météorique, hein, alors que le marais mouillé lui est inondé par les cours d'eau. Le Marais Poitevin, la zone humide, donc cette partie centrale, les 100 000 hectares qu'on appelle zone humide, sont recouverts par à peu près 60% du site Natura 2000 Marais Poitevin. Et donc cette cartographie représente les habitats type habitat la carte européenne, avec en particulier sur la zone sud-Vendée, ces fameuses prairies subsaumâtres qui contiennent du sel rélictuel lié à l'origine de la formation de ce territoire. Et vous avez des parties basses qu'on appelle les besses, qui sont d'anciens chenaux d'évacuation des eaux, qui sont légèrement en contrebas de la prairie, et qui ont tendance à rester à l'eau donc au printemps, en hiver au printemps, et qui ont un potentiel de biodiversité extrêmement important. Autre habitat spécifique, hein, ce sont les vasières, ici avec la crème de vase au bord de la baie d'Aiguillon, qui sont des zones de nourrissage vinicole, hein, avec voilà, donc quelques oiseaux emblématiques, la recette, le barjac noir, le chevalier gambette. Ce territoire bénéficie déjà de nombreuses mesures de protection. Vous avez 2 réserves naturelles sur la baie d'Aiguillon, hein, une en Vendée, une en Charente-Maritime. Vous avez également le site classé de la Venise verte dans la partie orientale. Mais il y a également d'autres réserves nationales, d'autres réserves régionales, et puis bien sûr le Natura 2000. Les usages aujourd'hui sur le territoire. Voilà la carte de l'occupation du sol avec des couleurs traditionnelles. En jaune orangé, ce sont les terres cultivées. En vert, ce sont les prairies. Donc cette carte d'occupation du sol, elle est centrée sur les 100 000 hectares de la zone humide, l'ancien marais, hein, ancien. Donc vous voyez que le Marais Poitevin, c'est essentiellement de l'open field. Et les parties prairies sont soit constituées par les zones de marais mouillés, soit des grands espaces prairiaux dans le marais desséché. C'est le nord de la zone humide et donc le sud Vendée, qui sont des espaces que l'on essaie de protéger le plus possible. Donc le Marais Poitevin, c'est ça, en grande partie. Alors moi j'habite La Rochelle, je vais à Luçon tous les jours pour travailler, et je traverse ça, donc des grandes fermes, de l'open field, avec de l'agriculture intensive. Donc le Marais Poitevin, c'est beaucoup ça. Le Marais Poitevin, c'est aussi ça. Donc ça doit être la partie vendéenne, avec ces grands espaces prairiaux. Et l'on voit que, malgré cette permanence de la prairie, on est quand même dans un marais anthropisé, aménagé, drainé par des canaux. Ces canaux servent autant à drainer le territoire qu'à servir de limite de parcelles. Et pour les agriculteurs et éleveurs, c'est important d'avoir ces canaux à eau suffisamment haut pour que les vaches soient bien gardées et qu'elles puissent s'abreuver aussi spontanément pour les parcelles. S'il vous plaît. Les usages aujourd'hui, c'est aussi l'irrigation. On voit sur la partie centrale, en vert clair, qu'il n'y a pratiquement pas d'irrigation. En fait, la zone humide, c'est du bris, hein, c'est de l'argile, avec une réserve type de 200 mm, donc il n'y a pas d'irrigation. On a des rendements extraordinaires. Les gens qui ont des terres cultivées dans le marais sont enchantés. Les prélèvements, par contre, se font autour, dans la plaine, et plus au nord aussi sur le socle. Donc là, il y a des prélèvements considérables. Et donc, dans les années 80-90, ces prélèvements ont beaucoup augmenté. Et ils sont venus interférer avec le fonctionnement normal du Marais Poitevin. En principe, les nappes sur la partie calcaire périphérique alimentent le marais par surverse. Donc, il y a des sources qui font que l'eau passe par-dessus le bris, la partie argileuse, qui est étanche. Et donc, les canaux, la zone vide est alimentée par ces sources de bordure. Si on prélève trop d'eau dans les nappes, il y a une inversion de fonctionnement, c'est-à-dire que
le niveau piézométrique dans les nappes s'abaisse tant que ce sont les canaux du marais Poitevin qui alimentent les nappes. Alors ça, c'est un risque avéré, hein, puisqu'il s'est produit dans les années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, on intervient sur la gestion de l'eau d'irrigation pour éviter que ce fonctionnement anormal se produise, puisque une des volontés fortes des associations de protection de la nature et des défenseurs de l'environnement, c'est de restaurer ou de maintenir un fonctionnement le plus naturel possible sur ce territoire. Autre enjeu, bien entendu, l'eau potable, avec le développement des agglomérations, et un usage important qui est prioritaire. Hein. On a vu l'arrêté 4 tout à l'heure, l'eau potable aujourd'hui est prioritaire. C'est-à-dire que s'il y a une interférence entre irrigation et potable, c'est l'eau potable qui est prioritaire. Autre enjeu très important sur ce territoire, en Baie-d'Aiguillon et sur la partie littorale du sud Vendée, c'est la conficulture avec le captage de naissance de moules, la production d'huîtres et de moules de bouchons en particulier. Et ça c'est très important parce que tout ce qui est déversé par le marais arrive en Baie-d'Aiguillon sur les littorales, et donc les problématiques de qualité sont très importantes, mais aussi de quantité. Et puis là, enfin, l'image finale, la valise verte, 15% de la zone humide. Alors la zone humide c'est 100 000 hectares, le périmètre de compétence de l'EPNP c'est 640 000 hectares. Donc voilà, on a 20-25 000 hectares de zone humide, de marais mouillés, pardon, sur 640 000 hectares de territoire de compétence du marais Poitevin. Donc c'est important parce que ça supporte une activité économique déterminante. C'est l'image du marais aussi, c'est ce qui attire les touristes, qui génère cette activité de potellerie très importante, qui génère éventuellement des soucis de gestion des niveaux d'eau pour favoriser cette activité. Mais c'est en territoire peu de choses. Alors ce territoire aménagé depuis un millénaire, comme tous les territoires en jeu, il supporte de très nombreux acteurs qui s'intéressent à ce sujet. Donc moi j'ai commencé ma carrière dans les Bouches-du-Rhône sur les incendies de forêt. J'avais compté à l'époque qu'il y avait une vingtaine de structures différentes qui intervenaient sur les feux de forêt. Donc tous ces territoires à fort enjeu amènent forcément un grand nombre d'acteurs divers et variés à s'intéresser à son avenir, à son aménagement. Donc sur ce territoire, vous avez de façon historique des syndicats de marais, qui sont des syndicats de propriétaires privés. Ces syndicats de marais, on leur a demandé à une époque, le pouvoir public, on souhaitait qu'ils aménagent le marais. Ils existent toujours, ils couvrent tout le territoire, et ce sont pour le PNP des interlocuteurs privilégiés. Il y a également 3 syndicats mixtes, le syndicat marais Poitevin bassin du Lay, le syndicat mixte Vendée-Savoie-Tite, le syndicat hydraulique du Nord en Nice. Je salue Cédric Deluc, qui travaillait encore il y a peu pour le SINA et pour le SIEHGH du Curé. Il y a également l'Institution interdépartementale du bassin de la Seine-Nordtaise, qui est une association des 3 départements, et qui aujourd'hui, si elle applique en partie la GEMAPI, ou en tout cas la gestion des Antilles, est surtout dépositaire du domaine public fluvial qui a été transféré de l'État en 2014. C'est pas pour moi, non. Allez-y. Le parc naturel régional, qui a été relabellisé en 2014. Vous savez qu'il avait perdu son label, là, en lien avec le contentieux dont je parlais tout à l'heure. Et le parc vient d'être prolongé jusqu'en 2029, je crois. Donc il y a un nouvel arrêté qui vient de paraître il y a quelques jours, je ne vais pas mémoriser la date, mais je crois que c'est 2029. Donc il a été durablement relabellisé. Et donc le petit dernier, l'établissement public du marais Poitevin, 8 TPT, donc 8 agents en tout, y compris moi et mon assistante. Le marais Poitevin, dans le territoire en jeu, a bénéficié de nombreux rapports, de nombreuses études. Moi j'ai une étagère qui est pleine de rapports et d'études, y compris des choses assez anciennes. J'ai pris mes fonctions en 2014. Depuis, il y a eu une mission CGEDD, CGER en 2014, une mission CGEDD en 2016. J'ai également eu un contrôle de la Cour des comptes en 2018. Une nouvelle mission, Inspection Générale des Finances, CGEDD en 2018. Et puis, on a failli avoir une nouvelle mission sur le parc, mais je crois qu'on va y échapper. Donc, en fait, de nombreuses réflexions. Ces réflexions ont conduit à l'idée qu'il faille maintenir sur ce territoire un opérateur qui assure la coordination des acteurs, mais aussi des services de l'État. L'État avait depuis assez longtemps une mission spécifique, quelques agents placés auprès du préfet de région Poitou-Charentes. Et donc, dans cette période de transition, 2010-2011, à la faveur de la loi Grenelle 2, on a décidé de créer un établissement public de l'État à caractère administratif,
Il a été créé en 2011 par François Miteau, le précédent directeur de l'eau et de la biodiversité. Il a créé l'établissement, il en a été le configurateur et il l'a créé en 2011. Attendez. Voilà. Donc vous voyez le périmètre, le grand périmètre, c'est le périmètre de compétence de l'OPMP, 640 000 hectares. Et la partie centrale, ce sont les 100 000 hectares de la zone humide, avec en hachuré la zone Natura 2000. C'est bon. Donc les missions de l'établissement, je vais les brosser rapidement, mais je vais peut-être insister sur l'irrigation. En matière de gestion de l'eau, nous sommes organisme unique de gestion collective. La Chambre d'agriculture de la Vendée avait été candidate, mais en fait le PMP, de par la loi, de par le ML2, est au UGC sur ce territoire, donc sur les 640 000 hectares. Et donc il y a 1500 lignes dans notre plan annuel de répartition d'irrigation. Nous élaborons également des règles de gestion de l'eau, contrairement et règlement d'eau. Nous assurons le suivi des niveaux d'eau. Nous sommes également l'opérateur du site Natura 2000. C'est moi qui pilote le comité de pilotage Natura 2000. Les deux régions, Poitou-Charentes à l'époque, et puis Pays de la Loire, nouvelles autorités de gestion des crédits européens, en particulier du FEADER, ont souhaité confier à l'EPMP la mission de porteur du projet agro-environnemental et climatique. Et nous avons également, ça c'est inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne, c'est la disposition 7C4, qui est une disposition spécifique au Marais-Poitevin. Vous voyez, territoire en jeu, disposition spéciale dans le SDAGE. Et donc, au titre de cette disposition, le PMP se voit confier une mission d'étude de la biodiversité en fonction de la gestion des niveaux d'eau. C'est-à-dire qu'on essaie de faire la démonstration que les méthodes de gestion des niveaux d'eau que l'on promeut sur le territoire ont effectivement un effet, une efficacité sur la biodiversité. Une diapositive pour expliquer rapidement notre rôle en tant qu'organisme de gestion collective. Ça, c'est le découpage en zone de gestion du Marais-Poitevin. Nous avons en particulier sur les nappes de bordure, donc ces nappes du calcaire fissuré autour de la zone humide, nous avons des indicateurs qui sont des piézomètres. Il y a également des indicateurs de débit, bien sûr. Et en fonction de ces indicateurs, nous gérons l'eau d'irrigation. Donc bien sûr, il y a un arrêté cadre, nous coordonnons l'arrêté cadre dans les Poitevins, c'est-à-dire que nous coordonnons les services de l'État, en particulier les 3 DDT, Vendée, de Sèvres, Charente-Maritime, pour élaborer cet arrêté cadre, pour qu'il soit le plus cohérent possible. Mais en tant que UGC, nous avons la possibilité, donc le devoir, de proposer aux services de l'État des modalités de gestion de l'irrigation qui permettent d'éviter ce que l'on a vu tout à l'heure, de passer dans des zones d'alerte, des niveaux d'alerte renforcés et des situations de crise avec des coupures. Et donc avant même que les préfets nous mettent en œuvre les arrêtés cadres, nous mettons en œuvre des modalités de gestion, c'est-à-dire des réductions des prélèvements agricoles pour éviter de rentrer dans ces situations de crise. Outil emblématique de la gestion quantitative qui donne lieu à de puissants débats qui agitent la société. Ce sont les fameuses réserves de substitution. Donc l'idée est assez simple. Au lieu de prélever dans les milieux, c'est-à-dire les nappes et les cours d'eau en été, on mobilise des ressources un peu plus importantes en principe en hiver, en eau de surface, mais surtout en eau souterraine dans les nappes qui sont assez réactives, autour du Marais-Poitevin. Et on stocke cette eau qui ensuite est utilisée à l'été. Donc lorsqu'on construit une réserve de substitution qui peut faire jusqu'à 800 000 m3, ça veut dire que du jour au lendemain, on bascule les prélèvements estivaux dans des réserves qui sont remplies à l'hiver. Donc je ne rentre pas dans le débat, mais s'il y a des questions, je pourrais bien sûr y répondre. Règles de gestion de l'eau, nous avons deux dispositifs. On va passer à la diapositive suivante, qui est plus illustrative. Voilà. Donc nous avons deux outils sur la gestion des niveaux d'eau. Nous avons bien sûr l'outil réglementaire, nous proposons des modalités de gestion de l'eau aux préfectures qui ensuite prennent un arrêté. Et sinon, nous négocions avec les syndicats de marée, les fameux syndicats de marée, mais d'autres acteurs aussi, bien sûr. Il y a des groupes de travail élargis. Nous négocions de la gestion des niveaux d'eau. Les niveaux d'eau, c'est le niveau d'eau dans les canaux. Cette gestion se fait à 5 cm près, parfois au centimètre près, puisqu'on a des enjeux divers et variés. Ce que nous souhaitons, nous, et c'est représenté sur ce graphique, vous avez, voilà, en abscisse, vous avez toute l'année, et en ordonnée, vous avez les niveaux d'eau. Vous voyez que ça se cale à 5 cm près sur le Marais-Poitevin, mais j'imagine qu'il y a d'autres territoires, c'est au centimètre près.
Ce que nous souhaitons avoir, c'est des niveaux d'eau plus élevés à l'hiver qu'en été. Ces niveaux d'eau hivernaux favorisent la faune aviaire, mais également la reproduction des poissons et des amphibiens, mais aussi des insectes. Ces niveaux d'eau doivent rester relativement élevés au printemps, donc en sortie d'hiver, au début du printemps. Ces dispositions sont inscrites dans la 7C4 d'usage de l'Grande-Bretagne. Ensuite, en théorie, on peut avoir des niveaux d'eau plus faibles à l'été, pour éviter donc l'inondation des terrains et pour faciliter l'exploitation des terrains. Et ensuite, on a des remontées, et toutes ces transitions doivent se faire de façon douce. Et donc, ce sont ces modalités de gestion que l'on négocie sur le territoire, qui doivent faire l'objet d'une évaluation. J'en parle ensuite sur l'étude de biodiversité. Voici une carte de l'avancement des règlements d'eau. Bon, je l'ai dit, il y a deux outils, un travail réglementaire avec les préfectures et les DDT, et un travail plus contractuel avec les syndicats de marais. Mais finalement, l'élaboration est la même. C'est-à-dire qu'on négocie avec les différents acteurs, associations de protection de la nature, agriculteurs, municipalités, etc. Nous négocions ces fameux fuseaux de gestion. Et donc là, vous avez une carte d'avancement qui mériterait d'être actualisée sur les projets de règlement d'eau, sachant que le seul règlement d'eau qui a été signé jusqu'à présent, c'est celui de la partie orientale, le Val-de-Niort, c'est le règlement d'eau de Saint-Niortais. Carte d'avancement des contrats de marais. On a, je pense, dépassé largement le tiers du marais poitevin de la zone humide qui est passé sous le régime des contrats de marais. Contrat de marais signé, validé, définitif, ou contrat de marais en cours d'élaboration. Sachant que ces contrats de marais font l'objet d'une négociation qui peut durer 1 ou 2 ans, d'une expérimentation qui dure 2 ans pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, donc on peut éventuellement les actualiser et modifier. Et ensuite, bien sûr, ils font définitivement ou quasi définitivement l'objet d'un suivi avec un groupe de suivi. Donc ce sont les outils phares de l'OPMP qui ont permis, de casser les habitudes de gestion de l'eau sur le marais, où finalement les niveaux d'eau dans les canyons étaient de plus en plus bas, et où on avait souvent des niveaux d'eau, on pouvait avoir des niveaux d'eau hivernaux qui étaient inférieurs, plus bas que les niveaux d'eau estivaux. Autre outil que le PAMP pilote, c'est le système d'information sur l'eau du marais poitevin. Ça, c'est la loi qui nous demande d'assurer la surveillance des niveaux d'eau. Donc en fait, on va créer un outil, une interface Internet, web, un outil qui récupère en temps quasi réel les données de débit, de niveau d'eau et de piézométrie fournies par différents opérateurs du marais. Et donc ça permet à tout un chacun de visualiser en temps quasi réel bien, le niveau dans un canal, la piézométrie sur une nappe phréatique, et puis le débit dans un cours d'eau, partout où c'est mesuré. Natura 2000, je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà la carte de Natura 2000, ou Natura 2000 élargie, la carte l'agrandissement date de 2003, c'est postérieur donc, au contentieux qui a eu la France condamnée en 1999. Et donc le PMP est pilote, sachant qu'on délègue en grande partie ses actions au parc. Le parc a vocation à travailler bien sûr principalement sur la biodiversité, et donc le parc collabore avec nous, c'est le parc qui assure aujourd'hui la réécriture du DOCOM. Et puis, je pense qu'il y a autre chose, allez-y. Les mesures environnementales, voilà la carte des mesures environnementales de 2015, on continue. Et puis donc cette étude de suivi de la biodiversité en fonction de la gestion des niveaux d'eau, qui est pilotée par l'établissement. Les partenariats, allez-y, continuez. Voilà, je ne le cite pas, mais on travaille un peu avec tout le monde, on fait de la recherche appliquée. Donc on travaille avec CSCG, BRGA, l'université, etc. Et l'actualité, allez-y. Donc l'annulation de l'autorisation du prélèvement sur le marais poitevin qui nous pose quelques soucis. Voilà, je reste là, merci.